Alors nous allons passer la parole au docteur Margot Chabanon, qui est une spécialiste des situations sanitaires exceptionnelles pour le CHU de Nîmes. On appelle ça référent, hein, c'est ça. On a le bonheur de l'avoir aussi dans notre comité jeune de la Société française de médecine de catastrophe, dont elle est la présidente. Elle fait partie évidemment de la SFMU. Elle va travailler aussi de façon très active avec Cora Mavi. Alors Margot, à toi. J'espère que tu as digéré le titre. Hein. Bonjour à tous, je ne me représente pas, Catherine l'a très bien fait. Mon titre initial, c'était « Exercice ou entraînement en situation sanitaire exceptionnelle. Quel outil pour soutenir la réflexivité ?» Quel outil sans S? Exercice et entraînement sans S. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la réflexivité? La réflexivité, c'est l'action de s'auto-observer et d'observer ses propres pratiques professionnelles, du coup, pour se regarder, comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas de façon critique et constructive pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure de notre vie professionnelle. On va commencer avec le plan. Pourquoi on fait des exercices, des entraînements? Pour qui? Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Comment? Avec la définition d'entraînement, d'exercice, leurs points forts, leurs contraintes. Donc déjà, pourquoi on s'entraîne? Pourquoi le SSE est venu à la mode? Eh bien, parce que les situations de crise sont de plus en plus fréquentes. Des crises qui sont très diverses. Ça peut être sur le nombre de victimes qu'on doit prendre en charge, mais ça peut être aussi sur des retombées médiatiques, émotionnelles avec de la pédiatrie. C'est très variable. À chaque fois, il y a une même composante, c'est qu'il y a une désorganisation des secours, une inadéquation des moyens et des besoins. Et puis, du coup, je vous ai mis quelques exemples, mais vous voyez que ça n'arrive pas qu'aux autres, surtout. On peut tous être concernés par les crises, et ça n'arrive pas que dans d'autres départements ou d'autres pays. Vous avez tout ce qui est canicule qui revient presque tous les ans maintenant, tout ce qui peut être immeubles qui s'effondrent dans diverses villes, des fusillades, maintenant ça devient presque monnaie courante dans certaines villes. Et puis, une petite pensée quand même pour les attentats à Paris et tout ce qui est cyclones, ouragans qui reviennent aussi assez régulièrement. Dans les autres pays, ils ne sont pas épargnés non plus, hein, des attaques malfaitrices, si on peut dire, des tueries de masse, des attaques à l'arme blanche, à l'arme à feu, et puis des accidents plus technologiques ou techniques qui peuvent arriver, comme la tragédie de Lisbonne avec le funiculaire, ou des collisions entre tramways comme il y a eu à Strasbourg, des tribunes de gradins de foot ou autres sports qui s'effondrent. En tout cas, on voit bien qu'à chaque fois, la même chose se produit, il y a une désorganisation des secours et surtout on voit que ça peut arriver n'importe quand, n'importe où et donc nul n'est à l'abri, donc il faut se former. Et toute situation de crise implique à chaque fois une phase de sidération initiale pour tout intervenant, quel qu'il soit. Ni les médecins, ni les infirmiers, ni les ambulanciers, ni les assistants de régulation, ni personne n'est épargné. À chaque fois, on va avoir un moment de sidération qui, on espère, sera le plus court possible pour pouvoir retomber sur ses pattes et ensuite agir pleinement avec sa pleine conscience et du coup de manière constructive pour la suite. Du coup, des plans sont apparus, notamment le plan ORSAN, l'organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle, qui a à peu près 10 ans maintenant, qui date de 2014, et dont le but, c'est de coordonner une réponse à peu près similaire dans tous les hôpitaux des établissements de santé de la nation. Il repose sur 3 piliers indispensables, la planification opérationnelle, la gestion des moyens tactiques et surtout la formation. Et donc c'est tout l'objet des CESU de s'impliquer dans cette formation au SSE. L'entraînement des personnels, ça permet donc, comme on disait, de diminuer cette phase de sidération qu'on aura et d'acquérir des réflexes, mais aussi de renforcer toutes les connaissances qu'on peut avoir, et pas que des connaissances techniques ou médicales, mais aussi des connaissances organisationnelles, la maîtrise des services concurrents qui vont travailler avec nous, etc. Ça permet de travailler justement en synergie avec les autres, de maîtriser la communication entre nous et la communication avec d'autres instances, y compris les médias s'il y a besoin. Et puis de connaître, d'appréhender les contraintes qui sont extra-médicales et d'avoir une sensibilisation, une sensibilité et une veille régulière pour ne pas passer à côté de ces situations sanitaires exceptionnelles.
La dernière chose, c'est que ça renforce également la confiance en soi et la confiance en les autres. Et pour être dans une crise et travailler sereinement, il faut avoir confiance en ses pairs et confiance avec les services annexes qui vont travailler avec nous pour que tout le monde puisse travailler d'une même voie et travailler ensemble. Donc pour qui on fait des entraînements et des exercices? Pour tout le monde. Il n'y a aucune personne qui sera épargnée. C'est un travail de tout le monde. Si on est tout seul dans son service à travailler dans la crise, on n'y arrivera pas. Donc c'est un travail, un entraînement en équipe. Quand vous êtes en équipe SMUR, par exemple, vous travaillez avec votre infirmier, avec votre ambulancier. Et bien là, c'est pareil. C'est aussi un travail de tous les intra-hospitaliers. Vous ne pouvez pas travailler tout seul dans votre service d'urgence ou de réanimation, parce que si les autres services ne suivent pas, l'hôpital ne pourra pas absorber la crise. Et donc c'est vrai pour des services soignants, mais aussi administratifs, tout ce qui est cellules de crise hospitalière notamment, et puis les services techniques, puisqu'il y a tout ce qui est bureau des entrées avec les dossiers civiques notamment qui sont créés, il va y avoir tout ce qui est sécurisation de l'hôpital, il va y avoir les espaces verts qui peuvent agir à l'intérieur de l'hôpital, enfin tout le monde sera mis à contribution en intra-hospitalier. Pareil, en extra-hospitalier, avec les services concurrents, les préfectures, les forces de sécurité, les SAMU, les SDIS, les militaires, les associatifs, les partenaires publics, privés, enfin tout le monde. Et donc, une crise ne peut pas se résoudre seule. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque le ministère de la Santé demande aux hôpitaux, et pas à juste un service d'urgence ou de réanimation, de se préparer à la guerre. Donc ça, c'est ce qui est sorti de manière officielle dans les journaux en août dernier. Vous imaginez bien que les hôpitaux étaient prévenus un peu en avance de phase, qu'il fallait déjà se préparer. Et donc, comme le dit M. Macron, à une guerre d'ici mars 2026. Donc j'invite les CESU à former beaucoup de monde sur les 3 prochains mois. Donc, comme je vous le mets, la capacité de résilience sanitaire d'un pays, c'est aussi un élément de dissuasion. Donc c'est aussi pour ça qu'en ce moment, il y a une grosse pression de formation, d'entraînement de tout le personnel hospitalier pour être un peu dissuasif à l'échelle nationale. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment finalement on peut former nos pairs à s'entraîner, à être efficaces dans des situations sanitaires exceptionnelles? Eh bien, il y a les entraînements. Les entraînements, c'est une mise en pratique répétée d'une procédure. Par exemple, la préparation d'antidotes, de médicaments. Puis après, on peut complexifier la chose en préparant ces antidotes en étant habillé avec des équipements de protection individuelle. Ça peut être sortir le lot PSM, le poste sanitaire mobile, de son hôpital. Ça peut être faire des gestes de damage control. Ça peut être monter une unité mobile de décontamination, transporter un patient dans une housse de décontamination, poser des garrots. Tout ce que vous pouvez imaginer comme séquence qui va ensuite être utile lors d'une situation sanitaire exceptionnelle. Ça peut être du media training, pour les gens qui vont parler devant des caméras. Ça peut être la communication uniquement par radio entre 2 services. Voilà, tout ça, c'est des séquences, des petites procédures courtes, mais qu'on va répéter pour que ce soit maîtrisé. Poser un garrot, en soi, c'est pas compliqué de poser un garrot. Vous prenez des enfants de primaire, vous les posez tous au calme devant leur table à l'école, vous leur apprenez à poser un garrot à la fin de la journée, même à la récré, ils savent poser un garrot. Nous, ce qui va être difficile, c'est de poser des garrots dans des situations sanitaires exceptionnelles, avec la police à côté qui vous dit « il faut partir des lieux, ça tire dans tous les sens », le papa ou la maman à côté qui vous dit « c'est ma fille, s'il vous plaît, sauvez-la, sauvez-la, sauvez-la ». Et puis à côté de ça, vous avez le pompier qui arrive et qui dit « bon, moi je suis le pompier, expliquez-moi ce qui se passe, docteur ». Et puis derrière, vous avez les associatifs qui viennent et qui vous disent « on peut vous aider à faire quelque chose ?» Voilà. Et quand vous avez une foule de monde qui arrive et d'informations que vous devez prendre en compte à ce moment-là, est-ce que vraiment vous êtes concentré sur le geste de poser votre garrot? Et ben, c'est à ce moment-là que c'est difficile en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord savoir poser un garrot pour ensuite pouvoir s'entraîner autrement dans des situations plus complexes. Donc voilà ce que c'est qu'un entraînement, c'est une séquence, une procédure qu'on met en pratique, mais de manière répétée et de manière de plus en plus complexe. Ensuite, il y a les exercices. Et les exercices, c'est la mise en pratique globale de toutes ces séquences qu'on a déjà acquises. La problématique que l'on rencontre, que les CESU rencontrent souvent, c'est que les participants, ils rapportent « on fait des erreurs parce qu'on n'est pas assez entraîné ». Certes. Alors déjà, chacun peut s'entraîner librement sur son temps libre, c'est sûr. Mais il faut bien que nous-mêmes, on se rende compte que si on n'entraîne pas nos équipes, ça ne sert à rien de les mettre en conditions quasi réelles dans des grands exercices dimensionnants. Parce qu'en effet,
ils vont se sentir en difficulté et ils vont perdre un peu du sens dans les exercices qu'on fait. Donc comment on fait? Eh bien, on commence par faire beaucoup d'entraînement, comme je vous disais, avec une complexité qui augmente progressivement. En termes d'entraînement et d'exercice, on va faire un petit catalogue de ce qui est faisable et des points forts, points faibles de chaque type de formation. Il y a déjà les manœuvres d'entraînement pour mise en pratique d'une procédure ciblée. Ça, c'est peu chronophage. C'est possible en interne dans un service, mais aussi en interservice. Par contre, on ne pourra pas mettre beaucoup de services en même temps. Ce n'est pas très coûteux, avec un nombre d'observateurs possible illimité presque, et c'est très pratico-pratique. Ce n'est pas très adapté pour de nombreuses victimes, sauf éventuellement du triage sur carte, où là, on peut mettre autant de cartes qu'on veut. Là, vous avez quelques photos, donc là, c'est dans le 30. C'est quand on monte nos unités mobiles de décontamination. Ça, c'est une manœuvre d'entraînement qu'on fait 2 fois par an avec le personnel technique qui la monte et nos ambulanciers du SMUR qui sont nos référents, par exemple. Alors, on avait fait une procédure d'accueil d'un patient contaminé en service de maladies infectieuses. Vous voyez que finalement, les participants sont habillés en tenue, et puis il y a les séquences d'accueil dans la chambre, et de déshabillage avant et de déshabillage après. Donc chacun met sa petite procédure interne à mettre en place. Ensuite, vous avez les entraînements théoriques sur table. Ça permet de tester des situations dans une salle. Les avantages, c'est qu'il y a peu de moyens matériels et humains qui sont nécessaires. Par contre, des fois, on a un peu plus de difficulté à se projeter dans l'exercice. Ça reste un exercice sur table. Ce qui est très intéressant dans ces exercices, ces entraînements, c'est qu'il y a une interruption possible pendant l'exercice. Si on voit que ça part un petit peu en cacahuète, on peut couper l'exercice et faire un petit focus à ce moment-là, recadrer les choses pour repartir sur de bonnes bases et pas laisser des erreurs se pérenniser au cours de l'entraînement. Ça a une durée assez limitée dans le temps et c'est très adapté, notamment pour tout ce qui est chaîne de commandement, moyens de communication, du triage sur fiches victimes, de la communication en interservice si on n'est pas trop nombreux, 2-3 services maximum sur table. Là, vous avez par exemple un jeu sur table qui est fait par nos enseignants CESU en l'occurrence, où vous avez une explosion, avec un accident de voiture avec dégagement de fumée. Donc vous pouvez tout mimer avec la fumée, vous voyez sur la deuxième image. Et puis vous avez les policiers, les pompiers, les personnels SAMU, vous avez tout ce que vous voulez en petits Playmobil. Et les participants jouent au fur et à mesure, déplacent les Playmobil. Donc ça, c'est des jeux sur table. Ensuite, vous avez des entraînements pratiques de simulation avec des mises en situation pratiques plus ou moins toujours en interservice. Ça, c'est quand même beaucoup plus facile de s'immerger. Il y a un vrai réalisme avec des scénarios, un climat ambiant qui est mis en place. Des contraintes, par contre, les contraintes plutôt qui sont bien reproduites, météo, sonore, des odeurs, tout ce que vous voulez. Des interactions humaines entre les différents participants. Et puis souvent, c'est ludique, donc c'est assez prisé des participants. Après, ça reste quand même des nombres de victimes qui est limité, parce qu'on est dans une pièce en général, donc on ne peut pas avoir 200 victimes jouées. C'est par exemple ça, où vous avez en haut la prise en charge de 2 victimes, un bébé et un adulte, en tenue d'équipement de protection individuelle. Et là, vous avez Toulouse qui s'est doté d'un tout nouveau centre de simulation de catastrophe, donc il est unique pour l'instant au monde. Et vous voyez qu'ils sont dans une immense pièce, comme un grand garage, et là, pour le coup, ils font de la vraie simulation avec même des casques, ils pourraient mettre des casques de réalité virtuelle, ils font trembler le sol, ils font des bruits, vous avez une voiture de SMUR à côté pour lesquelles ils peuvent allumer les gyrophares pour faire comme dans la vraie vie, ils peuvent faire des dégagements de fumée, d'odeur, voilà, donc là, ils ont un écran derrière qui projette ce qu'ils veulent, donc en l'occurrence des bâtiments s'ils veulent projeter des bâtiments, ou la plage s'ils ont envie d'être plutôt dans les Caraïbes. Voilà, ce qui va dans leur scénario. Bon, une fois qu'on a fait tous ces entraînements et qu'on a un peu diversifié toutes ces composantes et qu'on a bien ancré les choses et les procédures pour nos apprenants, après, on peut faire des exercices petite, moyenne ou grande envergure. Les exercices interservices, c'est des mises en situation pratiques, toujours en interservice, de plus ou moins grande ampleur. L'avantage de le faire en interservice, c'est quand même qu'on a toute la composante humaine et qu'on peut donc discuter, interagir avec les autres services avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler au quotidien, surtout dans des crises.
Les avantages, c'est que forcément, c'est réaliste quand même, avec une immersion globalement facile des participants, surtout si vous choisissez bien les plastrons, c'est-à-dire les fausses victimes, et qui sont impliqués dans leur scénario propre, dans le propre personnage qu'ils doivent jouer. Ça va rendre le scénario beaucoup plus réaliste. Donc, il y a, comme on disait, une interaction entre les différents services, et là, vous pouvez faire du vrai multivictime, vous pouvez faire 100, 200 victimes sans aucun souci, avec une saturation de la chaîne médicale, ce qui est facile à faire du coup. Tout ce qui est montage de chaîne de commandement avec les postes de commandement en réel, la gestion des portées des évacuations en lien avec le SAMU. Et pareil, c'est toujours ludique et donc un peu prisé des participants qui veulent venir. Mais attention, il faut qu'ils y trouvent un sens, il faut qu'ils y trouvent leur objectif, parce que s'ils n'ont pas d'objectif et pas de sens à l'exercice, ils peuvent vite être frustrés. Ça, par contre, c'est beaucoup plus chronophage en termes d'organisation et une logistique matérielle beaucoup plus complexe. Rapidement, les grandes étapes de construction d'un exercice. Premièrement, il faut que vous ayez un groupe de direction d'animation qui soit solide et hyper fort, hyper puissant. C'est toujours le même pour tous les gros exercices. Il faut vraiment que vous ayez une identité dans ce groupe-là. Ce n'est pas les chefs de service, à mon sens, qui doivent être dans ce groupe-là, parce qu'eux, ils gèrent aussi les problèmes du quotidien et donc les querelles interservices, si on peut passer ce mot-là. Mais voilà, il faut que ce soit des gens qui soient dans l'opérationnel et qui soient presque amis pour qu'on puisse se dire les choses et sans qu'il y ait d'animosité et que ça avance dans le scénario. Donc c'est un groupe qui est impartial et dedans, il faut définir le service menant en fonction de qui décide d'organiser cet exercice-là. Ensuite, vous définissez les objectifs. Chaque entité qui participe doit avoir un objectif, sinon il ne faut pas venir à l'exercice. Et ensuite, vous définissez le type d'exercice que vous voulez. C'est bien dans cet ordre-là qu'il faut le faire. C'est bien, d'abord, vous avez vos objectifs et après, vous définissez le type d'exercice que vous voulez faire. Puis après, c'est des choses un peu plus logistiques, la date, l'heure, le lieu, le scénario, avec les différents inputs que vous pouvez mettre dedans pour les objectifs secondaires que vous voulez tester. Anticiper les biais d'exercice pour pouvoir les expliquer au briefing des participants, les autorisations et informations des personnes nécessaires, les plastrons assaillants et personnalités que vous voulez impliquer dans l'exercice. Ensuite, tout ce qui est ressources humaines, matériel à mobiliser, à récupérer. Un peu de logistique, surtout si vous faites ça sur des heures de repas, par exemple. Le chronogramme, l'annuaire d'exercice et enfin la communication en amont et en aval de l'exercice avec la valorisation scientifique qui va avec quand on a le temps de la faire. Donc ça, c'est quelques photos. Ça vous montre des exercices de l'extra-hospitalier. Là, on est sur des points de regroupement de victimes, que ce soit de la tuerie de masse dans une gare ou d'un crash d'avion à l'atterrissage. Là, il y avait à peu près 60 victimes. C'était l'effondrement d'une tribune dans des arènes, dans un stade, comme vous voulez, prenez ce que vous voulez. Nous, on a beaucoup d'arènes. Et suivi d'un mouvement de foule. Là, c'est plutôt ce qui est post-médical avancé, toujours en extra-hospitalier, que ce soit dans des bâtiments en dur ou sous des tentes qui sont montées. Et puis, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'interventions humaines et d'interservices quand on voit ces photos-là. Et vous dites, finalement, il y a beaucoup de monde pour pas tant de patients que ça. Bon, il y avait quand même 200 victimes sur ces photos-là, sur cet exercice-là. Mais voilà, c'est vite beaucoup d'interactions humaines et c'est ça qui est difficile dans les situations sanitaires exceptionnelles. Tout ce qui est chaîne de commandement qui se met en place et vous avez les versions intra-hospitalières avec les cellules de crise hospitalières et l'accueil des victimes à l'hôpital, le triage des victimes à l'hôpital, les brancardages parce que on fait jouer tout le monde, y compris les services techniques, administratifs, soignants, tout le monde. Donc vous avez tout ce qui est brancardage vers les services, les accueils dans les différents services de médecine, la cellule de crise qui se met en jeu et les accueils au bloc opératoire. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tout l'hôpital, vous pouvez en tout cas faire jouer tout un hôpital entier. Dans les take-home messages, un service qui n'a pas d'objectif dans un entraînement ou un exercice ne devrait pas y participer. Si vous faites jouer des gens qui ne savent pas ce qu'ils viennent faire, ou qui n'ont pas compris ce qu'ils devaient faire, ou qui ne maîtrisent pas encore les procédures, ils vont forcément être frustrés, ils vont ressortir de l'exercice en n'ayant pas compris, voire même en pérennisant des mauvaises actions ou des mauvaises pensées par erreur, parce qu'ils n'étaient pas assez formés initialement. Donc en tout cas, si vous n'avez pas de bénéfices pour les participants, il vaut mieux pas qu'ils participent. La provenance des plastrons, elle a toujours une importance capitale avec un double but, à la fois pour eux-mêmes, parce que souvent, nous, on essaye de prendre des plastrons qui sont issus soit des classes de défense, côté force de l'ordre, militaire, pour tout ce qui est composante, tuerie de masse et sécurisation des lieux, ou alors plutôt des étudiants côté IFMS et FARM, donc dans du paramédical, ou des étudiants en médecine, et du coup, ils ont plutôt cette appétence pour le côté médical, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les étudiants eux-mêmes, ils trouvent un intérêt, donc s'impliquent un peu plus dans leur scénario, et rendent le scénario réaliste pour les participants.
Et puis, bien sûr, il faut commencer petit pour s'étendre ensuite. Ne cherchez pas à faire des entraînements et des exercices d'hyper grande ampleur ou hyper complexes d'emblée. D'une part, parce que nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, on va s'y perdre et ça ne sera pas aussi bien que ce qu'on voulait. Et d'autre part, parce que les participants, ils vont être un peu déçus de l'organisation, enfin, risquent d'être un peu déçus de l'organisation ou du manque de cadrage, du manque d'objectifs. Variez bien les types d'entraînement et d'exercices en fonction des objectifs que vous avez, variez les objectifs et variez les publics cibles. Dans quelques autres moyens, parce qu'on dit toujours il faut former, il faut former, il faut former, moi je suis entièrement d'accord, il faut former tout le monde, et le plus possible et de manière récurrente pour garder un petit peu cette sensibilisation et ces compétences. Mais il y a d'autres manières de maintenir la sensibilisation et les compétences de l'ensemble du personnel des hôpitaux, comme des petits journaux que vous faites passer dans les services qui font passer des messages clés, une journée thématique hospitalière sur les SSE, comme il y a la journée du cancer du sein ou la journée du diabète, de l'insuffisance rénale, etc. Pourquoi il n'y a pas de journée SSE? Eh bien, on n'a qu'à la faire. La publication sur les réseaux sociaux, tout ce qui est formation, et puis les congrès, quand même, ça forme beaucoup de monde. Des quiz, des jeux informatiques, des mises à jour des procédures réflexes, et puis ayez des relais dans chaque service ou chaque pôle de votre hôpital pour transmettre la bonne parole sur les SSE. Bref, il faut jouer sur plusieurs modalités pour maintenir cette sensibilisation et ces compétences de l'ensemble du personnel. Bon, ça, c'est quelques exemples assez ludiques. C'était notre journée de sensibilisation en 2024. Et puis pour finir, prenez le temps du rétex, parce que c'est très bien de faire des entraînements, c'est bien de le mettre en pratique avec des exercices, mais après, il faut se dire qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et peut-être que tout aura très bien marché. Il y a des exercices, on en ressort hyper satisfait en se disant « Punaise, c'est super bien, ça a hyper bien marché ». On est nous-mêmes hyper surpris que ça ait bien marché, mais très bien. Mais il y a toujours en général quelque chose à améliorer. Donc des points faibles, vous les appelez comme vous voulez, des points à améliorer, des points à optimiser, des choses pas totalement maîtrisées. Et c'est surtout sur ceux-là qu'il faut insister au rétex. Ce n'est pas des jugements ou quoi que ce soit, c'est juste que nous, ça nous stimule aussi, ça nous donne des nouveaux objectifs, et donc de redéfinir des nouveaux entraînements, puis après des nouveaux exercices à nouveau. Donc en conclusion, les situations sanitaires exceptionnelles, c'est à la mode, on est d'accord. C'est pas pour rien, c'est quand même de plus en plus notre quotidien et c'est en perpétuelle évolution avec des risques très variés. C'est très anxiogène, mais pourtant c'est quand même beaucoup de bon sens. Et quand vous verrez que quand vous faites des entraînements, alors faites attention, il est probable que quand vous faites des exercices, il y a un vrai SSE le lendemain. C'était quand même le cas au Bataclan et c'était le cas chez nous cette année. Donc entraînement difficile, guerre facile. Nous, on a fait un entraînement plan blanc. Le lendemain, on avait un plan Orsec-Novi déclenché par la préfecture en extra-hospitalier, complété par un plan blanc hospitalier. C'était il n'y a pas très longtemps. Donc, entraînez vos équipes, faites des exercices et méfiez-vous du lendemain. Si on peut finir avec cette diapo, c'est le cycle d'apprentissage et vous voyez vraiment qu'il faut faire beaucoup d'entraînements de plus en plus complexes. Enfin, plusieurs fois, je dirais que sur le cycle, il faut que ce soit au moins la moitié du temps que vous y consacriez. Ensuite, vous faites 1 ou 2 exercices de plus ou moins grande ampleur. Et puis après, vous prenez vraiment le temps du rétex avant de reprendre les entraînements. Et donc, c'est toujours un cycle comme ça qui reprend. Et juste pour finir, du coup, le titre me plaisait, mais pas totalement. Du coup, je l'ai remasterisé à ma sauce pour finir. Je l'aurais mis dans l'inverse. Quel outil pour soutenir la réflexivité en SSE ? 2 points. Entraînement et, pas ou, et exercice, et avec des S, et réguliers. Merci pour votre attention.